Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la communication alternative et améliorée. Je m'appelle Marie Voisin-Dubuis et je suis orthophoniste et formatrice sur les questions autour de la CA et je vis tout à l'ouest de la Bretagne. En discutant avec des collègues et des familles concernées par la CA, notamment sur les réseaux sociaux, nous avons constaté que nous manquions de petites vidéos pour expliquer des choses simples sur les sujets autour de la CA. C'est ce qui a donné vie à ces petites vidéos. L'autre jour, nous avions essayé de répondre à la question à qui s'adresse la CA et nous en étions arrivés à la conclusion que c'était pour tous et qu'il était essentiel de présumer des compétences des personnes, de leur proposer des outils, car c'est l'exposition à un outil de CA qui va permettre à un enfant ou un adulte de s'en saisir. Alors aujourd'hui, pour faire suite à cette question, nous allons essayer de répondre à la question « Par quoi commencer ?» Et ce sera notre épisode 1 sur les images. Voilà, je veux dire par là quels outils proposer, avec quel genre d'images. Pour vous donner des pistes de réflexion, je m'appuie autant que possible sur des éléments prouvés scientifiquement et je vous donnerai à la fin de cette vidéo des références dont je me suis servie pour appuyer mon propos. Un peu spontanément, et ça peut sembler logique au premier abord, beaucoup de parents ou de professionnels, conscients qu'il faut commencer à proposer un outil de CA, vont avoir dans l'idée qu'il faut vérifier que la personne comprend bien les images qu'on lui montre avant de les lui faire utiliser. Donc, progressivement, ils vont introduire des images, en commençant souvent par des photos et en s'assurant toujours, par un moyen ou par un autre, que l'enfant a compris la signification de l'image. Alors, cependant, cette démarche a des limites. Prenons l'exemple des photos. Si elles nous permettent facilement de représenter des objets connus de la personne, par exemple son gobelet qu'il utilise au quotidien, ou la chaise de la maison, ou le ballon qu'il préfère, etc. Ça ne représentera toujours que ce gobelet, cette chaise, ce ballon, et pas un autre. Donc ce ne sera pas généralisable. Des études ont également montré que si on réalise un outil de communication à base de photos, les interlocuteurs vont avoir tendance à digresser, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à faire des commentaires sur ce qu'ils voient, plutôt que de s'attacher au message que la personne va avoir envie de transmettre. Les photos peuvent aussi être plus vectrices d'émotions. Je pense par exemple à une photo de papa ou maman par rapport à un picto du papa ou de la maman, va être beaucoup plus porteur d'émotions. Voilà. Autre difficulté, les photos ne vont permettre de représenter que des éléments très concrets. Donc on va photographier des objets, des lieux, des personnes, mais quand il s'agit d'actions, d'adjectifs, d'adverbes, de vocabulaire dit de base, encore, etc., on est beaucoup plus en difficulté. Il y aura donc dans l'outil de communication une surreprésentation des substantifs, des noms, et généralement les outils qui sont créés comme ça sont majoritairement utilisés pour donner à la personne la possibilité de faire des choix ou des demandes. Mais pour d'autres situations de communication, ce sera beaucoup plus compliqué. On sera amené à en reparler certainement dans une autre vidéo. Voilà. Par ailleurs, on peut penser que l'analyse visuelle d'une photo est plus facile que celle d'un pictogramme, alors qu'en fait, les photos sont souvent pleines de détails complexes. C'est pas si facile que ça de prendre une bonne photo avec suffisamment de contraste, un fond neutre, etc. Ça prend un temps considérable qui nous manque bien souvent. Alors, rappelons, quand c'est important, que le langage, quel qu'il soit, que ce soit un langage oral ou un langage symbolique pictographique, s'apprend. C'est arbitraire. Voilà, pourquoi une table s'appelle une table, une girafe s'appelle une girafe en français et pas autrement. Voilà, on a tous appris cette langue, ce langage, parce qu'on a utilisé ces mots avec nous depuis que nous sommes tout petits. Donc la compréhension des symboles va nécessiter un apprentissage quoi qu'il arrive, notamment pour ce qui est plus difficile à représenter. On va parler là en termes techniques de degré d'iconicité. Voilà, c'est plus facile de représenter
un nom que, enfin, voilà, une table, une girafe, qu'un mot plus abstrait comme encore, ou encore une action comme réfléchir. C'est plus difficile à représenter. Donc cet apprentissage passe en CA par l'utilisation de l'outil par les interlocuteurs qui vont donner un modèle à la personne. Et il sera facilité s'il est réalisé dans des situations concrètes, du quotidien, motivantes pour la personne, fréquentes, voilà, dans un contexte de plaisir et en contexte, pas sorti du contexte. Voilà. Il faut aussi rappeler que dans la mise en place d'un outil de CA, on va également s'appuyer sur la programmation motrice de la personne et pas uniquement sur les images qui sont utilisées. Voilà, l'exemple que je peux donner, avec un tableau de langage assisté comme celui-là, je pense à un enfant à qui je présentais pour la première fois un tableau de ce type, où il y a quand même un certain nombre de pictogrammes, et qui avait repéré, alors c'était pas celui-là, mais qu'il y avait la piscine, et il avait très envie de m'en parler. Et j'ai très bien repéré que en quelques instants, il avait en premier lieu repéré la zone de la page dans laquelle se trouvait l'image, plutôt que la représentation en elle-même. En fait, finalement, la représentation pictographique ne lui servait qu'en deuxième intention. Il cherchait d'abord l'endroit avant de discriminer et de repérer lequel des pictogrammes était la piscine pour la pointer. Voilà. En conclusion, ça semble important, si on veut notamment éviter quelques pertes de temps, d'oublier l'idée reçue selon laquelle il y aurait une hiérarchie à respecter, qui irait des objets concrets jusqu'aux mots écrits, en passant par la photo et la représentation pictographique. Alors, bien entendu, il y a certains éléments visuels qui sont à prendre en compte, comme les contrastes, l'utilisation de certaines couleurs assez brillantes qui vont permettre de repérer mieux les images, la globalité qui peut être mieux comprise que la représentation de détail du corps, par exemple, et le focus aussi, la manière dont on attire l'attention sur un élément du pictogramme. Deux pictogrammes qui se ressemblent beaucoup, par exemple, s'ils sont placés côte à côte sur un tableau de communication, pourront aussi mettre la personne en difficulté. Voilà, je prends l'exemple des émotions, qui est assez caractéristique. Voilà, entre être content et en colère, qui sont situés l'un à côté de l'autre, finalement, il y a les sourcils qui changent, le sens de la bouche, et les pictogrammes se ressemblent fort, et s'ils sont trop près l'un de l'autre, ce sera plus compliqué pour se repérer dans l'image. Voilà un petit peu les premières pistes qu'on peut se donner sur l'utilisation des images. Ça nous donne déjà l'indication qu'il ne faut pas hésiter à utiliser des pictogrammes plutôt que de prendre beaucoup de temps à prendre des photos, etc., qui vont nous limiter dans ce que l'enfant va pouvoir avoir l'occasion de dire. Voilà, vous trouverez donc dans cette dernière diapositive des références bibliographiques sur lesquelles je me suis appuyée pour vous parler aujourd'hui. Dans notre prochaine vidéo, nous essaierons de répondre à la question combien de pictogrammes, lesquels mettre dans les outils, comment commencer, est-ce que j'en mets pas trop, voilà, quelle quantité. Merci de m'avoir suivi. Je remercie Sandrine pour toute son aide technique pour ces vidéos et les collègues aussi avec lesquels j'ai eu l'occasion d'échanger sur ce sujet-là en préparant cette vidéo cette semaine. N'hésitez pas à diffuser et à bientôt.